Petit avertissement. Avant de commencer, j'aimerais dire que parler d'un tel sujet est caution évidemment à quelques avis personnels. Même si on veut bien faire et être factuel, on peut malheureusement égarer une tournure ou deux laissant entrevoir ses propres avis, surtout sur un sujet tel que celui-ci. Ici, je me borne à l'histoire sémantique et linguistique du mot politique, et je suis navré si mes propos peuvent parfois être personnels, surtout, et j'insiste surtout, concernant l'introduction qui va suivre ou dans la conclusion. Voilà, le petit message informatif étant fait, bonne écoute. Introduction. De tout temps, les hommes avec un grand H ont parlé de politique, ont vécu et se bâtirent, parfois trop littéralement, pour des idées plus ou moins bonnes. Mais à force de voir et d'entendre ce mot, je me suis toujours demandé si ce terme avait toujours voulu dire ce qu'il signifiait aujourd'hui ou si sa source pourrait être tout autre et que nous aurions commencé à nous fourvoyer sur ce que la politique devrait être en réalité, du moins linguistiquement parlant. En tout cas, j'espérais que rien de tout ce qui se produit dans le monde d'aussi atroce à cause de la politique aujourd'hui n'aurait dû arriver et qu'à un moment de l'histoire, le concept aurait dérivé de son sens premier. Mais avant d'en conclure quoi que ce soit, penchons-nous d'un peu plus près sur son histoire linguistique. Je suis votre folle rugisseur Liseron de la Lyrine pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. La politique, c'est quoi déjà ? Provenant du grec ancien politikos, qui signifierait ce qui concerne les citoyens, qui est populaire, qui concerne l'État et le public, qui deviendra dans le latin politicus, c'est-à-dire à l'époque tout ce qui est relatif au gouvernement des hommes, le terme aurait été ceci dit attesté pour la première fois au XIVe siècle pour désigner ce qui est propre à un bon et judicieux gouvernement, qui deviendra d'abord nominalement au XVe quelqu'un de sage et adroit dans le gouvernement des hommes, puis désignera à partir du XVIIe un homme s'accommodant à toute occasion. Évidemment, à cette époque, une femme au gouvernement était impensable, donc la politique, non pourtant féminin, était réservée à la gente masculine. Mais le contexte historique était ce qu'il était, et du chemin restait à faire. Vers la fin du XVIIe, cependant, il sera beaucoup usité comme adjectif pour décrire les droits politiques, par exemple, qui désignaient les droits du citoyen ou d'un ensemble de citoyens dans le gouvernement de leur pays, ou encore à partir du XIXe dans des locutions telles que délit politique ou détenu politique. Toutefois, et d'autre part, au XVIe, non seulement il aurait décrit le domaine des droits citoyens, mais aussi la personne dans son sens d'être une sorte d'officier de police, sens encore indiqué par Ulcius, libraire, écrivain, notaire public, éditeur et imprimeur et graveur allemand, en 1602. Pourtant, on pourra aussi lui assigner à cette période les définitions suivantes. Homme qui s'occupe du gouvernement civil ou qui exerce un pouvoir civil, homme habile, compétent dans les affaires civiles, ou encore celle qui sera le plus retenue, membre d'un parti prônant des solutions politiques aux problèmes des conflits de religion, et c'est donc de là que viendrait la signification que nous en avons aujourd'hui. C'est pour cela aussi qu'à partir du XXe siècle, on pourra voir ces locutions expressives telles que les politiques dès 1933 pour décrire ceux qui mettent en avant les critères politiques ou prônent des solutions politique. Du citoyen à l'homme d'État, de l'adjectif au nom. De manière vieillotte et concernant sa fonction adjectivale, le terme dès le XIXe définira tout ce qui a un rapport à la société organisée, d'où découlera le sens moderne de tout ce qui est relatif à l'État. On y entendra alors dans cette brève définition quelques versions plus détaillées comme les suivantes. Ce qui concerne chaque État considéré sur le plan administratif comme une entité souveraine, ce qui est relatif aux affaires de l'État et à leur conduite. Néanmoins, lorsqu'il deviendra nominal, il définira, par métonymie donc, vous-même vous savez si vous suivez les métamologies, quelqu'un qui fait preuve d'habileté, qui est avisé dans ses rapports avec autrui en vue d'atteindre un certain but, ou alors juste une personne qui s'occupe de la conduite des affaires de l'État. D'où découleront des définitions un peu plus détaillées, comme personne qui possède l'art de conduire les affaires de l'État, la science du gouvernement, au XVIIIe siècle et qui deviendra d'ailleurs assez vieillotte, personne qui se prétend compétente en ce qui concerne la conduite des affaires de l'État et tout ce qui s'y rapporte, de manière
ironique, ou encore personne qui joue un rôle actif dans la conduite des affaires de l'État de manière usuelle. Ceci dit, comme pour la plupart des mots, son sens sera aussi repris de façon analogique afin de lui faire décrire une signification plus générale qui peut s'adapter à tout type de personne ou de choses, bien qu'ici ce soit de personnes, en définissant ainsi une personne qui mène ses affaires avec les autres de telle ou telle manière. Conclusion, quand les mots servent à masquer les ambitions. On peut dire que le terme en aura eu des significations nuancées, ressemblantes au fil du temps. Mais de tout temps justement, ou plutôt à partir du XVIe siècle, il est certain que les grands hommes virent dans ce mot surtout le pouvoir qu'ils pouvaient prendre et qui les enivrera depuis lors. Car si à l'origine le vocable désignait ce qui concerne les citoyens, ce qui est populaire et qui concerne l'État et le public, ou encore ce qui est propre à un bon et judicieux gouvernement, qui a un rapport à la société organisée, voire même un simple homme s'accommodant à toute occasion, il est indubitable qu'après la Renaissance, cette appellation décrira le membre d'un parti prônant des solutions politiques aux problèmes des conflits, et surtout religieux à l'époque, et donc plus généralement ce qui est relatif aux affaires de l'État et à leur conduite. On peut donc voir là un clair tournant dans la façon humaine de penser, partant à l'origine du citoyen pour arriver à décrire l'État et son pouvoir souverain sur ceci. Voilà, cette métamologie est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite de bien mener vos affaires comme vous l'entendez et de vous accommoder de toute occasion. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles étymos.